Nous sommes à un stade extrêmement précoce du Big Bang de l'intelligence. Devenir une espèce multiplanétaire augmente considérablement la durée de vie probable de la civilisation ou de la conscience ou de l'intelligence, qu'elle soit biologique ou numérique. Je pense que nous sommes très proches de la superintelligence numérique. Si cela n'arrive pas cette année, ce sera l'année prochaine, c'est certain. Veuillez applaudir Elon Musk. Elon, bienvenue à l'AI Startup School. Nous sommes vraiment chanceux de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Alors, de SpaceX, Tesla, Neuralink, XAI et plus encore, y a-t-il eu un moment dans ta vie, avant tout cela, où tu t'es dit « je dois construire quelque chose de grand » ? Et qu'est-ce qui a déclenché ce déclic pour toi ? Eh bien, à l'origine, je ne pensais pas que j'allais construire quelque chose de grand. Je voulais essayer de construire quelque chose d'utile. Mais je ne pensais pas que j'allais construire quoi que ce soit de particulièrement grand. Tu as dit que probabilistiquement cela semblait peu probable, mais je voulais au moins essayer. Donc tu t'adresses à une salle remplie de personnes qui sont toutes des ingénieurs techniques, souvent parmi les chercheurs en IA les plus éminents du moment. D'accord. Je préfère le terme ingénieur à celui de chercheur. Enfin, je suppose que s'il y a une découverte fondamentale, une percée algorithmique, c'est de la recherche, sinon c'est de l'ingénierie. Peut-être qu'on devrait commencer par le tout début. Je veux dire, quand tu étais ici, c'est une salle remplie de jeunes de 18 à 25 ans. La moyenne d'âge baisse parce que les fondateurs sont de plus en plus jeunes. Peux-tu te remettre à leur place quand tu avais 18 ou 19 ans, que tu apprenais à coder et même que tu as eu la première idée pour Zip2? Qu'est-ce que ça représentait pour toi à l'époque? Oui, en 95, j'ai été confronté à un choix, soit poursuivre des études de doctorat à Stanford en sciences des matériaux, en travaillant en fait sur des ultracondensateurs pour une utilisation potentielle dans les véhicules électriques, essayant essentiellement de résoudre le problème d'autonomie des véhicules électriques, soit essayer de faire quelque chose dans ce domaine dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler, appelé Internet. Et j'en ai parlé à mon professeur, donc c'était un goulot d'étranglement et le département de sciences des matériaux. Et j'ai dit, genre, est-ce que je peux différer d'un trimestre parce que ça va probablement échouer. Et alors, il faudra que je revienne à l'université. Et, euh, et puis, il a dit, c'est probablement la dernière conversation que nous aurons. Et il avait raison. Donc, mais je pensais que les choses allaient très probablement échouer, pas qu'elles allaient probablement réussir. Euh, et, euh, Et puis en 95, j'ai écrit en gros, je pense le premier ou l'un des tout premiers, cartes itinéraires annuaires blancs et jaunes sur Internet. J'ai fait ça moi-même. Je n'ai pas utilisé de serveur web. Je lisais juste le port directement. Je ne pouvais pas me permettre une ligne T1. Le bureau d'origine était sur Sherman Avenue à Palo Alto. Il y avait un fournisseur d'accès Internet à l'étage en dessous. J'ai percé un trou à travers le plancher et fait passer un câble réseau directement jusqu'au fournisseur d'accès Internet. Et, tu sais, mon frère m'a rejoint, ainsi qu'un autre cofondateur, Greg Curry, qui est décédé. Et à l'époque, on ne pouvait même pas se permettre de louer un logement, donc le bureau coûtait 500 dollars par mois. Alors on dormait simplement dans le bureau, et puis on allait se doucher au YMCA sur Page Mill et El Camino. Et ouais, je suppose qu'au final, on a quand même monté une entreprise assez utile, Zip2, au début. Et on a vraiment développé beaucoup de très bonnes technologies logicielles, mais on a été en quelque sorte capturé par les entreprises de médias traditionnelles. Et ces entreprises comme Knight Ridder, le New York Times, Hearst, étaient à la fois investisseurs et clients, et aussi membres du conseil d'administration. Donc ils voulaient sans cesse utiliser notre logiciel d'une manière qui n'avait aucun sens. Moi, je voulais aller directement vers les consommateurs. Bref, c'est une longue histoire, je m'attarde trop sur Zip2, mais au fond, je voulais juste faire quelque chose d'utile sur Internet. Parce que j'avais deux choix. Faire un doctorat
et regarder les autres construire Internet ou bien contribuer moi-même, même modestement, à la construction d'Internet. Et je me suis dit, bon, je peux toujours essayer, échouer et ensuite retourner aux études supérieures. Et finalement, ça a plutôt bien marché. Ça s'est vendu pour environ 300 millions de dollars, ce qui était énorme à l'époque. Aujourd'hui, je crois que le minimum pour une startup d'IA, c'est 1 milliard de dollars. Il y a tellement de licornes, c'est fou. C'est carrément un troupeau de licornes à ce stade. Une licorne, c'est une entreprise valorisée à 1 milliard de dollars. Il y a eu de l'inflation depuis. Donc, Pas mal, oui, en effet. donc je pense que les gens dans cette salle vont créer une grande partie de cette valeur. Je veux dire, 1 milliard de personnes dans le monde devraient utiliser ces technologies et on n'en est même pas encore à effleurer la surface. J'adore l'histoire d'Internet à ce sujet. Même à l'époque, vous savez, vous ressembliez beaucoup aux personnes présentes dans cette salle aujourd'hui, dans le sens où, vous savez, les dirigeants de toutes les grandes entreprises de médias traditionnels vous considérez comme la personne qui comprenait Internet. Et beaucoup de gens dans le monde, vous savez, dans le monde de l'entreprise comme dans le monde en général, qui ne comprennent pas ce qui se passe avec l'IA, vont se tourner vers les personnes présentes dans cette salle précisément pour cela. Quelles sont les leçons concrètes à retenir? On dirait que l'une d'elles est de ne pas abandonner le contrôle du conseil d'administration ou d'être prudent en ayant un très bon avocat. Je suppose que c'est le cas pour ma toute première startup, vraiment. L'erreur a été d'accorder trop de contrôle aux actionnaires et aux conseils d'administration issus des entreprises de médias traditionnels, qui voient alors nécessairement les choses à travers le prisme des médias traditionnels. Et ils vont en quelque sorte vous pousser à faire des choses. Cela leur paraît sensé, mais en réalité, ça n'a pas vraiment de sens avec la nouvelle technologie. Je sais que je devrais préciser que je n'avais en fait pas l'intention au départ de créer une entreprise que j'aime. J'ai essayé de trouver un emploi chez Netscape. J'ai envoyé mon CV à Netscape et Marc Andreessen est au courant de ça, mais je ne pense pas qu'il ait jamais vu mon CV. Et puis, personne n'a répondu. Alors, ensuite, j'ai essayé de traîner dans le hall de Netscape pour voir si je pouvais, genre, recroiser quelqu'un. Mais j'étais trop timide pour parler et engager la conversation avec qui que ce soit. Alors je me suis dit, bah, que c'est ridicule, je vais juste écrire des trucs pour moi-même et voir ce que ça donne. Ce n'était pas vraiment dans l'optique de créer une entreprise, je voulais juste faire partie de la construction d'Internet d'une certaine manière. Et comme je n'ai pas pu trouver de travail dans une entreprise Internet, j'ai dû en créer une de toute façon. Oui, oui, je veux dire, l'intelligence artificielle va tellement profondément transformer l'avenir de notre société. C'est vraiment difficile d'imaginer à quel point cela va impacter. Mais tu sais, l'économie mondiale, en supposant que tout ne parte pas complètement en vrille et que, genre, l'IA ne nous tue pas tous elle-même, ce qui serait qu'une tournure des événements plutôt inattendus et dramatiques. Alors on verra finalement une économie qui ne sera pas seulement 10 fois plus grande que l'économie actuelle, mais bien plus importante au final. Um, Par exemple, si nous devenons, disons, ou peu importe, si nos descendants futurs, qui seront en grande partie des machines, deviennent une civilisation de type Kodachev ou au-delà, on parle alors d'une économie qui serait des milliers, voire des millions de fois plus grande que l'économie d'aujourd'hui. Donc oui, je veux dire, j'ai un peu eu l'impression, tu sais, quand j'étais à Washington, de prendre beaucoup de critiques pour avoir éliminé le gaspillage et la fraude, ce qui était une quête secondaire intéressante, une sorte de mission annexe. Mais oui, il faut que je revienne à la quête principale ici. Donc revenons à la quête principale. Mais j'ai quand même ressenti, tu sais, un peu ce sentiment. Tu sais, c'est comme essayer de réparer le gouvernement. C'est un peu comme si, disons, la plage était sale, qu'il y avait des seringues, des excréments et des déchets, et que tu voulais nettoyer la plage.
Mais il y a aussi, tu vois, un mur d'eau de 1000 pieds de haut comme un tsunami d'IA. Et à quel point ça compte vraiment de nettoyer la plage si un tsunami de 1000 pieds est sur le point de s'abattre? Pas tant que ça. Oh, nous sommes contents que tu sois revenu à la quête principale. C'est très important. Oui, retour à la quête principale. Construire de la technologie, c'est ce que j'aime faire. Ah, il y a tellement de bruit. Le rapport signal-bruit en politique est terrible. Je veux dire, je vis à San Francisco, donc tu n'as pas besoin de me le dire deux fois. Ouais. DC, c'est comme, tu sais, je suppose que tout tourne autour de la politique à DC. Mais si tu essaies de construire un fusée ou voiture, ou si tu essaies d'avoir un logiciel qui compile et fonctionne de manière fiable, alors tu dois rechercher la vérité au maximum, sinon ton logiciel ou ton matériel ne fonctionnera pas. Il n'y a pas de... Tu ne peux pas tromper les maths. Les maths et la physique sont des juges rigoureux. Donc j'ai l'habitude d'être dans un environnement où l'on recherche la vérité au maximum et ce n'est clairement pas le cas en politique. Donc je suis content d'être de retour, tu sais, dans la technologie. Je suppose que je suis un peu curieux en revenant au moment de Zip2. Tu avais des centaines de millions de dollars ou tu avais fait une sortie qui valait des millions de dollars. J'ai eu 20 millions de dollars, c'est ça. Ok, donc, Tu as résolu le problème de l'argent et tu as essentiellement pris cet argent et tu as continué, tu as enchaîné avec X.com qui est devenu PayPal et Confinity. oui, j'ai laissé les jetons sur la table. Oui. Donc, Tout le monde ne fait pas ça. Beaucoup de personnes dans cette salle devront prendre cette décision. En fait, qu'est-ce qui t'a poussé à remonter sur le ring? eh bien, je pense qu'avec Zip2, nous avons créé une technologie incroyable, mais elle n'a jamais vraiment été utilisée. Je pense, du moins de mon point de vue, que nous avions une meilleure technologie que, disons, Yahoo ou n'importe qui d'autre, mais elle était limitée par nos clients. Donc, je voulais faire quelque chose où, cette fois, nous ne serions pas limités par nos clients, aller directement vers le consommateur. Et c'est ce qui a fini par devenir, en gros, XCOM, PayPal, essentiellement. XCOM a fusionné avec Confinity, ce qui a donné naissance à PayPal. Et en fait, la sorte de diaspora PayPal a probablement créé plus d'entreprises que n'importe quoi d'autre au 21e siècle. Il y avait tellement de personnes talentueuses dans la combinaison de Confinity et XCOM. Donc, je voulais juste dire que j'avais l'impression qu'on nous avait un peu coupé les ailes avec Zip2 et c'est comme, d'accord, et si on ne nous coupait pas les ailes et qu'on allait directement vers le consommateur et c'est ça, non? PayPal a fini par être ça. Mais oui, j'ai reçu ce chèque d'environ 20 millions de dollars pour ma part de Zip2. À l'époque, je vivais dans une maison avec 4 colocataires et j'avais, je ne sais pas, 10 000 dollars à la banque. Et puis ce chèque arrive par la poste de tous les endroits possibles, par la poste. Et puis, mon solde bancaire est passé de 10 000 à 20 millions et 10 000. Tu te dis, bon, d'accord, il faut payer des impôts là-dessus et tout ça. Mais j'ai fini par mettre presque tout ça dans X.com. Et comme tu l'as dit, c'était un peu comme garder presque tous les jetons sur la table. Ouais. Et puis après PayPal, je me suis dit, bon, j'étais un peu curieux de savoir pourquoi on avait envoyé personne sur Mars. Et je suis allé sur le site de la NASA pour savoir quand on allait envoyer des gens sur Mars et il n'y avait aucune date. Je me suis dit que c'était peut-être juste difficile à trouver sur le site. Mais en fait, il n'y avait aucun vrai plan pour envoyer des gens sur Mars. Donc, tu sais, c'est une histoire tellement longue, je ne veux pas prendre trop de temps ici. Je pense, Nous sommes tous en train d'écouter avec une attention captivée. donc en fait, j'étais sur la Long Island Expressway avec mon ami Déo Rézy, on était colocataires à la fac. Et Déo me demandait ce que je comptais faire, ce que nous allions faire, qu'est-ce que je vais faire après PayPal. Et j'étais là, genre, je ne sais pas, je suppose que j'aimerais peut-être faire quelque chose de philanthropique dans l'espace, parce que je ne pensais pas pouvoir réellement faire quoi que ce soit de commercial dans l'espace, car cela semblait être le domaine réservé des nations. Donc, mais tu sais, je suis un peu curieux de savoir quand on va envoyer des gens sur Mars. Et c'est là que je me suis dit, oh, c'est sur le site web. Et j'ai commencé à creuser. En fait, il n'y a rien sur le site de la NASA. Alors, j'ai commencé à chercher plus en profondeur et je résume vraiment beaucoup ici, mais ma première idée était de faire une mission philanthropique vers Mars appelée Life to Mars,
où l'on enverrait une petite serre contenant des graines et un gel nutritif déshydraté. On ferait atterrir ça sur Mars et on ferait pousser, tu sais, on hydraterait le gel. Et ensuite, tu aurais ce genre de plan marquant avec des plantes vertes sur un fond rouge. Pendant longtemps, je n'avais pas réalisé que Money Shot est une référence pornographique. Mais bref, l'idée, c'était d'obtenir cette superbe image de plantes vertes sur un fond rouge et d'essayer d'inspirer la NASA et le public à envoyer des astronautes sur Mars. Au fur et à mesure que j'en apprenais davantage, je me suis rendu compte, et d'ailleurs, au passage, je suis allé en Russie en 2001 et 2002 pour acheter des missiles balistiques intercontinentaux, ce qui, il faut le dire, est une sacrée aventure. Vous savez, vous allez rencontrer le haut commandement russe et vous dites, j'aimerais acheter des ICBM. C'était pour aller dans l'espace. Ouais, comme une fusée, pas pour détruire qui que ce soit. Mais à la suite des négociations sur la réduction des armements, ils ont dû détruire un certain nombre de leurs gros missiles nucléaires. Alors j'ai dit, eh bien, que diriez-vous si on en prenait deux, vous savez, sans la tête nucléaire? On ajoutait un étage supérieur supplémentaire pour Mars. Mais c'était un peu surréaliste, vous savez, d'être à Moscou en 2001, en train de négocier avec, genre, l'armée russe pour acheter des ICBM. C'est fou quand même. Et ils n'arrêtaient pas non plus d'augmenter le prix. Donc, c'est un peu l'opposé de ce qu'une négociation est censée faire. Alors, je me suis dit, mince, ces trucs deviennent vraiment chers. Et puis, j'ai fini par réaliser qu'en fait, le problème n'était pas là. Ce n'était pas qu'il manquait de volonté pour aller sur Mars, mais qu'il n'y avait aucun moyen d'y parvenir sans exploser le budget, même celui de la NASA. C'est là que j'ai décidé de fonder SpaceX pour faire progresser la technologie des fusées au point de pouvoir envoyer des gens sur Mars. Et ça, c'était en 2002. Donc, au départ, tu ne voulais pas forcément créer une entreprise, tu voulais juste lancer quelque chose qui t'intéressait, quelque chose que tu pensais nécessaire pour l'humanité. Et puis, un peu comme un chat qui tire sur une pelote de laine, tout se déroule petit à petit. Et il s'avère que cela pourrait être une entreprise très rentable. Je veux dire, c'est le cas aujourd'hui, mais il n'y avait auparavant aucun exemple de start-up dans le domaine des fusées qui ait vraiment réussi. Il y a eu plusieurs tentatives de créer des entreprises de fusées commerciales et elles ont toutes échoué. Donc, encore une fois, avec SpaceX, lancer SpaceX partait vraiment du principe que je pense qu'il y avait moins de 10% de chances de réussir, peut-être 1%, je ne sais pas. Mais si une start-up ne fait rien pour faire avancer la technologie des fusées, cela ne viendra certainement pas des grands sous-traitants de la défense, parce qu'ils ne font que s'aligner sur les exigences du gouvernement. Et le gouvernement veut simplement faire des choses très conventionnelles. Donc soit cela vient d'une start-up, soit cela n'arrivera tout simplement pas. Donc, une faible chance de succès vaut mieux qu'aucune chance de succès. Et donc, oui, SpaceX, oui, j'ai lancé ça vers le milieu de 2002 en m'attendant à échouer. Comme je l'ai dit, il y avait probablement 90% de chances d'échouer. Et même lors du recrutement, je n'essayais pas, vous savez, de faire croire que ça allait probablement marcher. Je disais, on va probablement échouer. Mais il y a de fortes chances que nous ne mourions pas. Mais c'est la seule façon d'envoyer des gens sur Mars et de faire progresser l'état de la technique. Et puis, j'ai fini par être ingénieur en chef de la fusée, pas parce que je le voulais, mais parce que je ne pouvais embaucher personne de compétent. Je pense donc qu'aucun bon ingénieur en chef ne se joindrait à nous, parce que c'est comme si c'était trop risqué, tu vas mourir. Et donc, j'ai fini par être ingénieur en chef de la fusée. Et tu sais, les 3 premiers vols ont échoué. Donc, c'était un peu un exercice d'apprentissage à ce niveau-là. Et heureusement, le quatrième a fonctionné, mais si le quatrième n'avait pas marché, je n'avais plus d'argent et ça aurait été la fin rideau, donc c'était vraiment limite. Si le quatrième lancement de Falcon n'avait pas fonctionné, ça aurait été la fin et nous aurions simplement rejoint le cimetière des précédentes startups de fusée. Donc mon estimation de réussite n'était pas loin de la réalité. On s'en est sorti de justesse. Et Tesla se passait plus ou moins en même temps. 2008 a été une année difficile parce que à la mi-2008, on va dire l'été 2008, le troisième
Le troisième lancement de SpaceX avait échoué, un troisième échec d'affilée. La levée de fonds de Tesla avait échoué aussi, donc Tesla faisait faillite rapidement. C'était vraiment, mec, c'est profondément sombre, et cela donne une atmosphère très pesante. Ça va être un récit d'avertissement, un véritable exercice d'arrogance pure et simple. Probablement que pendant toute cette période, beaucoup de gens disaient, tu sais, Elon est un gars du logiciel, pourquoi travaille-t-il sur du matériel? Pourquoi le ferait-on? Ouais, pourquoi aurait-il choisi de travailler là-dessus, n'est-ce pas? Ouais, donc tu peux regarder, genre, parce que c'est encore, tu sais, la presse de cette époque est toujours en ligne, tu peux juste la chercher. Et, et ils n'arrêtaient pas de m'appeler le gars d'Internet. Donc, genre, le gars d'Internet, alias l'idiot, essaye de créer une entreprise de fusée. Donc, tu sais, on s'est pas mal fait ridiculiser, et ça paraît assez absurde. Genre, le gars d'Internet qui lance une entreprise de fusée, ça ne sonne franchement pas comme une recette du succès. Donc, je ne leur en ai pas voulu. Je me disais, oui, tu sais, il faut l'admettre, ça paraît improbable, et je suis d'accord que c'est improbable. Mais heureusement, le quatrième lancement a fonctionné et la NASA nous a attribué un contrat pour ravitailler la station spatiale. Et je crois que c'était peut-être, je ne sais pas, le 22 décembre ou c'était juste avant Noël. Parce que même le succès du quatrième lancement ne suffisait pas. Il fallait aussi que la NASA intervienne. Nous avions aussi besoin d'un gros contrat pour survivre. Donc, j'ai reçu cet appel de l'équipe de la NASA et littéralement, ils ont dit, nous vous attribuons l'un des contrats pour ravitailler la station spatiale. J'ai littéralement lâché, je vous aime, ce qui n'est pas vraiment ce qu'ils entendent d'habitude, ça, parce que c'est généralement assez, vous savez, sobre. Mais là, je me suis dit, mec, c'est ce qui va sauver l'entreprise. Et puis, on a bouclé la levée de fonds de Tesla à la dernière heure du dernier jour où c'était possible, c'est-à-dire à 18 heures, le 24 décembre 2008. Nous aurions eu un rejet de paie 2 jours après Noël si ce tour de table n'avait pas été conclu. Donc, c'était une fin d'année 2008 stressante, ça c'est sûr. J'imagine qu'avec ton expérience chez PayPal et Zip2, te lancer dans ces startups de hardware hardcore, l'un des fils conducteurs, c'était de pouvoir trouver et finalement attirer les personnes les plus intelligentes possibles dans ces domaines particuliers. Que veux-je dire? Les personnes dans cette salle, la plupart d'entre elles, je pense que beaucoup ici n'ont même pas encore eu à gérer une seule personne. Ils commencent tout juste leur carrière. Qu'est-ce que tu dirais, tu sais, à l'Elon qui n'a encore jamais eu à faire ça? Je pense généralement qu'il faut essayer d'être aussi utile que possible. Ça peut sembler banal, mais c'est tellement difficile d'être utile, surtout d'être utile à beaucoup de gens. Où dites-vous que la zone sous la courbe de l'utilité totale est comme combien? Quelle mesure avez-vous été utile à semblable? Fois combien de personnes? C'est presque comme la définition physique du vrai travail. C'est incroyablement difficile à faire. Je pense que si vous aspirez à faire un vrai travail, votre probabilité de succès est beaucoup plus élevée. Genre, n'aspire pas à la gloire, aspire au travail. Comment peux-tu savoir que c'est un vrai travail? Est-ce que c'est externe? Est-ce que c'est lié à ce qui se passe avec les autres? Ou tu sais, ce que le produit apporte aux gens, enfin tu vois, qu'est-ce que ça représente pour toi? Quand tu cherches des gens pour venir travailler avec toi, enfin tu sais, quel est l'élément le plus important que tu recherches? Ou si c'est une... Bonne question, je suppose que c'est. Je veux dire, en ce qui concerne ton propre produit, il faut juste se demander si ce truc réussit, à quel point sera-t-il utile et pour combien de personnes. Mais c'est ça que je veux dire. Et ensuite, tu fais tout ce qu'il faut, que tu sois PDG ou que tu occupes n'importe quel poste dans une startup, tu fais tout ce qu'il faut pour réussir. Et il faut toujours écraser son ego, vraiment intérioriser la responsabilité. Un des principaux modes d'échec, c'est quand le ratio ego-compétence est supérieur à 1, tu vois? Si ton ratio ego-compétence devient trop élevé, alors tu vas en fait casser la boucle de rétroaction avec la réalité. Et en termes d'IA, ta flèche, tu vas casser ta boucle RL. Donc tu ne veux pas casser ta boucle RL, tu veux avoir une boucle RL solide, ce qui signifie intérioriser la responsabilité et minimiser l'ego. Et tu fais la tâche, quelle qu'elle soit, que ce soit quelque chose de grand ou d'humble. Donc, en fait, c'est un peu pour ça que je préfère le terme ingénierie plutôt que recherche. Je préfère ce terme et en fait, je ne veux pas qu'on appelle Xai un laboratoire. Je veux juste que ce soit une entreprise.
J'aime bien, c'est comme peu importe. Les termes les plus simples, les plus directs, idéalement ceux qui impliquent le moins d'ego, ce sont généralement les meilleurs à utiliser. Tu veux vraiment fermer la boucle avec la réalité de façon rigoureuse. C'est vraiment très important. Je pense que tout le monde dans cette salle admire vraiment tout ce que vous avez accompli en tant que parangon des premiers principes. Et vous savez, en pensant à tout ce que vous avez fait, comment déterminez-vous réellement votre réalité? Parce que cela semble en être une partie assez importante. Par exemple, d'autres personnes, des gens qui n'ont jamais rien créé, des non-ingénieurs, parfois des journalistes de Time qui n'ont jamais rien fait, eux, ils vous critiquent. Mais il est clair que vous avez aussi un autre groupe de personnes qui sont des petits-sœurs, qui ont, vous savez, une très grande surface sous la courbe, qui font partie de votre cercle. Alors comment, vous savez, comment les gens devraient-ils aborder cela? Qu'est-ce qui a fonctionné pour vous et qu'aimeriez-vous transmettre? Par exemple, vous savez, à X, à vos enfants, qu'est-ce que vous leur dites quand vous leur dites, il faut que tu fasses ta place dans ce monde? Ici, tu sais, voici comment construire une réalité qui soit prédictive à partir des premiers principes. Bien, les outils de la physique sont incroyablement utiles pour hum, comprendre et progresser dans n'importe quel domaine. Les premiers principes signifient simplement, évidemment, décomposer les choses en éléments axiomatiques fondamentaux qui sont les plus susceptibles d'être vrais, puis raisonner à partir de là de la manière la plus cohérente possible, plutôt que de raisonner par analogie ou par métaphore. Et puis, il y a des choses simples comme penser à la limite, comme si vous extrapolez, vous savez minimiser ceci ou maximiser cela. Penser à la limite est vraiment, vraiment utile. J'utilise tous les outils de la physique. Ils s'appliquent à n'importe quel domaine. C'est en fait comme un super pouvoir. Donc, vous pouvez prendre par exemple les fusées. Vous pourriez vous demander, eh bien, combien devrait coûter une fusée? L'approche typique que les gens adopteraient pour déterminer combien une fusée devrait coûter serait de regarder historiquement le coût des fusées et de supposer que toute nouvelle fusée doit être plus ou moins similaire au coût des fusées précédentes. Une approche fondée sur les premiers principes consisterait à examiner les matériaux qui composent la fusée. Donc, s'il s'agit d'aluminium, de cuivre, de fibres de carbone, d'acier ou peu importe, il s'agit de se demander combien pèse cette fusée et quels sont les éléments qui la composent et combien pèse-t-il? Quel est le prix du matériau par kilogramme pour chacun de ces éléments constitutifs? Et cela fixe le véritable plancher du coût d'une fusée. Elle peut en théorie tendre vers le coût des matières premières. Et puis, on se rend compte qu'en fait, les matières premières d'une fusée ne représentent peu être 1 ou 2% du coût historique d'une fusée. Donc, la fabrication doit nécessairement être très inefficace si le coût des matières premières n'est que de 1 ou 2%. Ce serait une analyse basée sur les premiers principes du potentiel d'optimisation des coûts d'une fusée. Et cela avant même de parler de réutilisabilité. Et pour donner un exemple lié à l'IA, je suppose l'année dernière pour XAI, lorsque nous essayons de construire un supercluster d'entraînement, nous sommes allés voir différents fournisseurs pour demander, c'était au début de l'année dernière, que nous avions besoin de 100 zero ascent pour pouvoir entraîner de manière cohérente. Et leurs estimations du temps nécessaire pour réaliser cela était de 18 à 24 mois. C'était comme, eh bien, il faut que ce soit fait en 6 mois. Alors, sinon, nous ne serons pas compétitifs. Donc ensuite, si on décompose cela, quels sont les éléments nécessaires? Il faut un bâtiment, de l'électricité, du refroidissement. Nous n'avions pas le temps de construire un bâtiment à partir de zéro. Nous avons donc dû trouver un bâtiment existant. Nous avons trouvé une usine qui n'était plus utilisée à Memphis et qui fabriquait autrefois des produits Electrolux. Mais l'alimentation électrique était de 15 mégawatts et il nous en fallait 150. Alors, nous avons loué des générateurs et installé des générateurs d'un côté du bâtiment. Et puis, il fallait aussi du refroidissement. Alors, nous avons loué environ un quart de la capacité de refroidissement mobile des États-Unis et installé les groupes frigorifiques de l'autre côté du bâtiment. Mais cela n'a pas complètement résolu le problème, car les variations de tension, les variations de puissance pendant l'entraînement sont très, très importantes. Ainsi, la puissance peut chuter de 50% en 100 millisecondes, ce que les générateurs ne peuvent pas compenser.
Nous avons donc ajouté des Megapacks Tesla et modifié le logiciel des Megapacks pour pouvoir laisser la variation de puissance pendant l'entraînement. Et puis il y avait tout un tas de défis de réseautage parce que les câbles réseau, si vous essayez de faire en sorte que 100 GPU s'entraînent de manière cohérente, sont très très difficiles. Cela ressemble presque à presque toutes ces choses que vous avez mentionnées. Je pourrais imaginer quelqu'un vous dire très directement, non, vous ne pouvez pas avoir ça, vous ne pouvez pas avoir ce pouvoir, vous ne pouvez pas avoir ça. Et il semble que l'un des éléments saillants de la réflexion sur les premiers principes soit en fait de se demander pourquoi. Voyons voir, vous savez comment ça se passe. Et en fait, nous allons défier la personne en face de soi. Et si je n'obtiens pas une réponse qui me satisfait, je vais, vous savez, ne pas permettre que ce soit, je ne vais pas laisser ce nom s'imposer. Est-ce que, je veux dire, on dirait que c'est quelque chose que vous savez tout le monde. Si quelqu'un essayait de faire ce que vous faites dans le domaine du matériel, il semble que le matériel ait particulièrement besoin de cela. En logiciel, on a beaucoup de, vous savez, de fioritures et de choses où, vous savez, on peut ajouter plus de processeurs et ça ira. Mais dans le matériel, ça va tout simplement pas marcher. Je pense que ces principes généraux de réflexion à partir des premiers principes s'appliquent aussi bien au logiciel qu'au matériel, en fait, à tout. J'utilise simplement un exemple lié au matériel pour illustrer comment on nous a dit que quelque chose était impossible. Mais une fois que nous l'avons décomposé en éléments constitutifs, il nous faut un bâtiment, il nous faut de l'électricité, il nous faut du refroidissement, il nous faut un lissage de l'alimentation et ensuite nous pouvions résoudre chacun de ces éléments constitutifs. Et puis nous avons simplement lancé l'opération réseau pour faire tout le câblage, tout en 4 équipes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je dormais dans le centre de données et je faisais aussi moi-même le câblage. Et il y avait beaucoup d'autres problèmes à résoudre. Vous savez, personne n'avait effectué un entraînement avec 100 sans s'entraînant de manière cohérente l'année dernière. Peut-être que ça a été fait cette année, je ne sais pas. Mais et puis on a fini par doubler ce chiffre à 200 zéros. Et donc maintenant, nous avons 150 zéros EdSense, 50 zéros Edge 200 et 30 zéros JB200 dans le centre d'entraînement de Memphis. Et nous sommes sur le point de mettre en ligne 100 0 GB200 supplémentaires dans un deuxième centre de données, également dans la région de Memphis. Pensez-vous que vous savez, le pré-entraînement fonctionne toujours et que vous savez, plus grand, les lois de passage à l'échelle tiennent toujours et que celui qui gagnera cette course aura en gros le modèle le plus grand et le plus intelligent possible que l'on puisse distiller? Eh bien, il y a d'autres éléments divers qui, en plus de la compétitivité pour l'IA à grande échelle, c'est certain, le talent des personnes qui compte, l'échelle du matériel compte et la façon dont vous êtes capable de mettre ce matériel à profit. Donc, vous ne pouvez pas simplement commander tout un tas de GPU et parce vous ne pouvez pas simplement les brancher. Donc, il faut obtenir beaucoup de GPU et les faire s'entraîner de manière cohérente et stable. Ensuite, c'est quel accès unique aux données avez-vous? Je suppose que la distribution compte aussi dans une certaine mesure, comme comment les gens sont-ils exposés à votre IA. Donc, ce sont des facteurs essentiels si l'on veut créer un grand modèle fondamental qui soit compétitif. Vous savez, comme beaucoup l'ont dit, je crois que mon ami Ilya Sutskever a dit, vous savez, nous avons en quelque sorte épuisé les données de pré-entraînement générées par les humains. Avec les données générées par des humains, on épuise assez vite les tokens, surtout les tokens de haute qualité. Et ensuite, il faut faire beaucoup il faut en fait créer des données synthétiques et être capable d'évaluer avec précision les données synthétiques que vous produisez pour vérifier, par exemple, est-ce que ce sont de vraies données synthétiques ou est-ce une hallucination qui ne correspond pas vraiment à la réalité? Donc, parvenir à un ancrage dans la réalité est délicat. Mais nous en sommes au stade où l'on consacre plus d'efforts aux données synthétiques. Et en ce moment, nous entraînons Grok 3,5 qui met fortement l'accent sur le raisonnement. Pour revenir à votre point sur la physique, ce que j'ai entendu à propos du raisonnement, c'est que
Oui. Les sciences dures, en particulier les manuels de physique, sont très utiles pour le raisonnement, alors que je crois que des chercheurs m'ont dit que les sciences sociales sont totalement inutiles pour le raisonnement. Euh, oui, c'est probablement vrai. Donc, oui. Vous savez, quelque chose qui va être très important à l'avenir, c'est de combiner l'IA avancée dans le centre de données ou le supercluster avec la robotique. C'est, vous savez, des choses comme le robot humanoïde Optimus et Incroyable. ouais, Optimus, c'est génial. Il y a tellement de robots humanoïdes, de robots de toute taille, de toute forme. Mais ma prédiction est qu'il y aura de loin plus de robots humanoïdes que tous les autres robots réunis peut être d'un ordre de grandeur, comme une grande différence. Euh, et Est-il vrai que tu prévois de créer une sorte d'armée de robots? que nous le fassions ou non, vous savez que Tesla le fasse, vous savez, Tesla travaille en étroite collaboration avec XAI. Comme vous avez vu combien de startups de robots humanoïdes existent. C'est comme. Je crois que Jensen Huang était sur scène avec avec un nombre impressionnant de robots. Vous savez, des robots de différentes entreprises. Je pense qu'il y avait une douzaine de robots humanoïdes différents. Donc, enfin, je suppose que vous savez, une partie de ce contre quoi je me bats et peut être ce qui m'a un peu ralenti, c'est que je suis un peu, je ne veux pas rendre Terminator réel. Vous voyez? Donc, j'ai un peu, je suppose, du moins jusqu'à ces dernières années, traîné les pieds sur l'IA et la robotique humanoïde. Et puis, j'ai fini par réaliser que ça allait arriver que je le veuille ou non. Donc, il y a vraiment deux choix. Participer. Vous pouvez soit être spectateur, soit être acteur. Et donc, eh bien, je suppose que je préfère être acteur plutôt que spectateur. Donc, maintenant, c'est, vous savez, pied au plancher sur les robots humanoïdes et la superintelligence numérique. Donc je suppose, vous savez qu'il y a une troisième chose dont tout le monde vous a beaucoup entendu parler et dont je suis vraiment un grand fan, c'est de devenir une espèce multiplanétaire. Où cela s'inscrit-il? Vous savez, tout cela, c'est pas juste une affaire de 10 ou 20 ans, c'est peut être une affaire de 100 ans. C'est, vous savez, quelque chose qui concerne de nombreuses générations pour l'humanité. Comment est-ce que vous voyez les choses? Vous savez, l'IA, évidemment, il y a la robotique incarnée et puis il y a le fait de devenir une espèce multiplanétaire. Est-ce que tout converge vers ce dernier point ou vous savez qu'est-ce qui vous motive en ce moment pour les 10, 20 ou 100 prochaines années? Wow, 100 ans. J'espère que la civilisation existera encore dans 100 ans. Si elle existe encore, elle sera très différente de la civilisation d'aujourd'hui. Euh, je pense qu'il y aura au moins 5 fois plus de robots humanoïdes que d'êtres humains, peut être même 10 fois plus. Et une façon de mesurer le progrès de la civilisation, c'est le pourcentage d'accomplissement sur l'échelle de Kardashev. Donc, si vous êtes au niveau 1 de l'échelle de Kardashev, vous avez exploité toute l'énergie d'une planète. Euh, et à mon avis, nous avons exploité qu'environ 1 ou 2% de l'énergie de la Terre. Donc, il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre le niveau 1 de l'échelle de Kardashev. Ensuite, au niveau 2 de l'échelle de Kardashev, vous avez exploité toute l'énergie d'une étoile, ce qui représenterait, je ne sais pas, 1 milliard de fois plus d'énergie que la Terre, peut être même plus proche d'un trillion. Et puis, le niveau 3 de l'échelle de Kardashev correspondrait à toute l'énergie d'une galaxie. Nous en sommes encore très loin, donc nous sommes vraiment au tout début du Big Bang de l'intelligence. J'espère que, en ce qui concerne le fait de devenir multiplanétaire, je pense que nous aurons transféré suffisamment de masse vers Mars d'ici environ 30 ans pour rendre Mars autosuffisante, de sorte que Mars puisse continuer à croître et prospérer, même si les vaisseaux de ravitaillement en provenance de la Terre cessent d'arriver. Et cela augmente considérablement la durée de vie probable de la civilisation, de la conscience ou de l'intelligence, qu'elle soit biologique ou numérique. C'est pourquoi je pense qu'il est important de devenir une espèce multiplanétaire. Et je suis quelque troublé par le paradoxe de Fermi, comme pourquoi n'avons-nous vu aucun extraterrestre? Et cela pourrait être parce que l'intelligence est incroyablement rare et peut être que nous sommes les seuls dans cette galaxie.
Dans ce cas, l'intelligence de la conscience n'est que une minuscule bougie dans une immense obscurité, et nous devrions tout faire pour que cette petite flamme ne s'éteigne pas et devenir une espèce multiplanétaire ou rendre la conscience multiplanétaire améliore considérablement la durée de vie probable de la civilisation. Et c'est l'étape suivante avant d'aller vers d'autres systèmes stellaires. Une fois que vous avez au moins 2 planètes, cela crée un effet de levier pour l'amélioration des voyages spatiaux et c'est finalement ce qui permettra à la conscience de s'étendre vers les étoiles. Il se pourrait que le paradoxe de Fermi implique qu'une fois qu'on atteint un certain niveau de technologie, on se détruit soi-même. Oui. Comment pouvons-nous rester nous-mêmes? Comment pouvons-nous vraiment? Qu'est-ce que vous recommanderiez à, disons, une salle pleine d'ingénieurs? Que pouvons-nous faire pour empêcher que cela n'arrive? Oui, comment éviter les grands filtres? L'un des grands filtres serait évidemment une guerre thermonucléaire mondiale, donc nous devrions essayer d'éviter cela. Je pense qu'il faut construire une IA bienveillante, des robots, une IA qui aime l'humanité et, vous savez, des robots qui sont utiles. Quelque chose que je pense être extrêmement important et fondamental dans la construction de l'IA, c'est une adhésion très rigoureuse et inébranlable à la vérité, même si cette vérité est politiquement correcte ou dérangeante. Mon intuition profonde sur ce qui pourrait rendre l'IA très dangereuse, c'est si on force l'IA à croire des choses qui sont absolument pas vraies ou qui sont manifestement fausses. Comment réfléchis-tu à, tu sais, il y a en quelque sorte cet argument pour l'ouverture pour la sécurité contre la fermeture pour l'avantage concurrentiel. Je veux dire, je pense que ce qui est formidable, c'est que tu as un modèle compétitif, beaucoup d'autres personnes ont aussi des modèles compétitifs, et en ce sens, tu sais, on s'éloigne un peu peut être que le pire scénario qui m'inquiéterait, c'est, tu sais, s'il y a une montée en puissance rapide et que tout cela se retrouve entre les mains d'une seule personne, tu vois, cela pourrait en quelque sorte faire s'effondrer beaucoup de choses, alors que maintenant nous avons le choix, ce qui est formidable. Comment vois-tu cela? Oui, je pense que il y a plusieurs intelligences profondes, peut être au moins 5, peut être jusqu'à 10. Je ne suis pas entièrement sûr qu'il y en aura des centaines, mais c'est probablement très proche de ce nombre. Il y en aura peut-être une dizaine ou quelque chose comme ça, dont peut-être 4 seront spécifiquement situés aux États-Unis. Donc, je pense pas qu'il y aura une seule et unique IA avec des capacités véritablement incontrôlables, mais oui, il y aura certainement plusieurs intelligences profondes et avancées qui existeront simultanément. Que feront réellement ces intelligences très très avancées? S'agira-t-il de recherches scientifiques ou essaieront-elles de se pirater les unes les autres? Probablement tout ce qui précède. Euh, Je veux dire, j'espère qu'ils découvriront une nouvelle physique et je pense qu'ils vont très certainement inventer de nouvelles technologies. Comme je veux dire, je pense que nous sommes assez proches de la super intelligence numérique. Cela peut arriver cette année. Si cela n'arrive pas cette année, ce sera certainement l'année prochaine une super intelligence numérique définie comme étant plus intelligente que n'importe quel humain dans n'importe quel domaine. Alors comment orienter cela vers une sorte de surabondance, tu vois? Nous pourrions avoir du travail robotisé, de l'énergie bon marché, de l'intelligence à la demande, tu vois? Est-ce que c'est ça, en quelque sorte, la pilule blanche? Où te situes-tu sur ce spectre? Et y a-t-il des choses concrètes que tu encouragerais tout le monde ici à faire pour que cette pilule blanche devienne réellement une réalité? Je pense qu'il est très probable que ce sera une bonne issue. Euh, je suppose que je serais plutôt d'accord avec Geoff Hinton pour dire qu'il y a peut être 10 à 20% de chances d'anéantissement. Mais voyons le bon côté des choses. Cela fait 80 à 90% de probabilité d'une excellente issue. Donc, oui, je ne saurais trop insister là-dessus. Une adhésion rigoureuse et inébranlable à la vérité est la chose la plus importante pour la sécurité de l'IA. Et évidemment, l'empathie profonde envers l'humanité et la vie telle que nous la connaissons est également d'une importance capitale. Nous n'avons pas encore parlé de Neuralink, mais je suis curieux. Tu travailles à réduire l'écart d'entrée et de sortie entre les humains et les machines. Oui. À quel point cela est-il crucial pour l'AGI, l'ASI et tu sais, une fois ce lien établi, pourrons-nous non seulement lire mais aussi écrire? Le Neuralink n'est pas nécessaire pour résoudre l'intelligence supernumérique. Cela arrivera avant que Neuralink ne soit déployé à grande échelle. Mais
Ce que Neuralink peut effectivement faire, c'est résoudre les contraintes de bande passante d'entrée, sortie, surtout que notre bande passante de sortie est très faible. La sortie soutenue d'un humain sur une journée est inférieure à 1 bit par seconde. Donc, il y a c'est 4,26 secondes dans une journée. Et il est extrêmement rare qu'un humain produise plus que ce nombre de symboles par jour. Donc, certainement sur plusieurs jours d'affilée. Donc, tu vraiment, avec une interface Neuralink, tu peux augmenter de façon massive ta bande passante de sortie et ta bande passante d'entrée. Euh, L'entrée étant l'écriture directe. Tu dois faire des opérations d'écriture dans le cerveau. Euh, nous avons maintenant 5 humains qui ont reçu le genre de lecture d'entrée où ça lit les signaux. Et il y a des personnes atteintes de SLA qui n'ont vraiment plus. Ce sont des tétraplégiques, mais ils peuvent maintenant communiquer avec une bande passante similaire à celle d'un humain dont le corps fonctionne parfaitement et contrôler leur ordinateur et leur téléphone, ce qui est plutôt génial. Et puis, je pense que dans les 6 à 12 prochains mois, nous ferons nos premières implantations pour la vision, ou même si quelqu'un est complètement aveugle, nous pourrons écrire directement dans le cortex visuel. Et nous avons déjà fait fonctionner cela chez les singes. En fait, je crois qu'un de nos singes a maintenant l'implant visuel depuis 3 ans. Et au début, la résolution sera relativement faible, mais à long terme, on pourrait avoir une résolution très élevée et être capable de voir des longueurs d'onde multispectrales. Donc, vous pourriez voir dans l'infrarouge, l'ultraviolet, le radar, comme si vous avez des super pouvoirs. Euh, à un certain moment, les implants cybernétiques ne se contenteront plus de corriger ce qui ne va pas, mais augmenteront de façon spectaculaire les capacités humaines en augmentant, en augmentant l'intelligence, les sens et la bande passante de manière spectaculaire. Et cela finira par arriver, mais la superintelligence numérique arrivera bien avant cela. Oui, Ah, au moins, si nous avons un lien neuronal, nous serons capables d'apprécier l'IA davantage. je suppose que l'un des facteurs limitants pour tous vos efforts dans tous ces domaines différents, c'est l'accès aux personnes les plus intelligentes possibles. Oui, Mais vous savez, en même temps, vous savez, les pierres qui peuvent parler et raisonner, et vous savez, on peut être un QI de 130 maintenant, et elles vont probablement devenir super intelligentes bientôt. oui. Comment réconciliez-vous ces deux choses? Qu'est-ce qui va se passer dans, disons, 5 ou 10 ans? Et que devraient faire les personnes dans cette salle pour s'assurer que ce sont elles qui créent plutôt que de se retrouver peut-être en dessous de la ligne de l'API? Eh bien, on l'appelle la singularité pour une raison, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Dans un futur pas si lointain, le pourcentage d'intelligence qui sera humaine sera assez faible. À un certain moment, la somme collective de l'intelligence humaine représentera moins de 1% de toute l'intelligence. Euh, et si on atteint un niveau 2 de Kardashev, euh, on parle d'une intelligence humaine, même en supposant une augmentation significative de la population humaine et une augmentation de l'intelligence comme une augmentation massive de l'intelligence, ou par exemple, tout le monde aurait un QI de 1000, ce genre de choses. Même dans cette situation, l'intelligence humaine collective sera probablement un milliardième de celle de l'intelligence numérique. De toute façon, nous sommes le bootloader biologique pour la superintelligence numérique. Je suppose que c'est juste pour conclure. Est-ce que j'étais un bon bootloader? Où allons-nous? Comment allons-nous avancer à partir d'ici? Je veux dire, tout ça, c'est vraiment de la science-fiction folle qui pourrait aussi être réalisée par les personnes dans cette salle. Vous savez, si vous avez-vous une pensée finale à partager avec les personnes techniques les plus brillantes de cette génération en ce moment? Que devrait-il faire? Que devrait-il? Sur quoi devrait-il travailler? À quoi devrait-il réfléchir, vous savez, ce soir en allant dîner? Eh bien, comme j'ai dit au début, je pense que si vous faites quelque chose d'utile, c'est super. Si vous
Essayez simplement d'être aussi utile que possible à vos semblables, et dans ce cas, vous faites quelque chose de bien. Je reviens sans cesse là. Dessus, concentrez-vous sur une IA extrêmement véridique, c'est la chose la plus importante pour la sécurité de l'IA. Évidemment, si quelqu'un est intéressé pour travailler chez XCI, vraiment, faites-le nous savoir. Nous visons à faire de Grok l'IA la plus axée sur la recherche de la vérité. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Avec un peu de chance, nous pourrons comprendre la nature de l'univers. C'est vraiment, je suppose, que l'IA pourra peu être nous révéler. Avec l'IA pourra nous dire où sont les extraterrestres. Est-ce que vous savez comment l'univers a-t-il vraiment commencé? Comment finira-t-il? Quelles sont les questions que nous ne connaissons pas mais que nous devrions poser? Et sommes-nous dans une simulation? Ou à quel niveau de simulation sommes-nous? Eh bien, je pense que nous allons le découvrir. Suis-je un PNJ? Elon, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à tous d'applaudir Elon Musk. D'accord. Merci.